Et bonjour à tous, je suis Axel Salon, consultant SEO pour l'agence Octoplus. Dans cette nouvelle vidéo, on va prendre une thématique un petit peu plus large que d'habitude. On va en fait essayer de répondre à une question. Je ne suis pas présent sur Google, je suis absolument invisible sur Google. Comment ça se fait et qu'est-ce que je peux faire simplement pour essayer de me rendre plus visible sur Google? Alors dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question qu'on me pose mine de rien assez régulièrement. Évidemment, le SEO étant une science qui est finalement assez large, je ne vais pas pouvoir donner toutes les raisons possibles et imaginables qui font que votre site n'est pas visible sur Google, mais je vais tenter d'apporter une réponse articulée autour de trois grands axes. Ces trois grands axes, ce sont trois grands types d'erreurs que je retrouve quasiment à chaque fois que j'analyse un site, sur le plan technique, mais aussi sémantique et sur le plan du linking interne. En gros, ce sont les erreurs que je vois le plus souvent sur des sites, notamment sur des sites qui ont été créés par des gens qui ne sont pas forcément très adeptes des principes du SEO. Et vous allez voir que juste en faisant une ou deux petites boulettes sur le plan technique, vous pouvez vous retrouver avec un site qui n'est absolument pas indexé. Alors par contre, la bonne nouvelle, ça veut dire qu'en quelques petites corrections, quelques petites vérifications, vous devriez enfin pouvoir voir votre site sur Google. Alors évidemment, ça veut dire aussi que dans cette vidéo et aussi dans l'article qui est lié à cette vidéo, on va pas pouvoir aborder tous les tenants et les aboutissants, toutes les raisons qui peuvent expliquer que votre site n'est pas visible sur Google, simplement parce qu'une vidéo comme ça, c'est impossible à faire, ça prendrait des heures. Mais on va essayer d'aborder les erreurs les plus courantes. Donc si vous êtes un débutant qui avait créé votre propre site par exemple, il y a de bonnes chances que vous ayez fait une erreur de ce style-là. Bien évidemment, on va aussi aborder des thématiques qui mériteraient une, voire même plusieurs dizaines de vidéos chacune. Et bien évidemment, on va pas pouvoir les explorer dans toute leur profondeur. En fait, cette vidéo et l'article qui correspond ont vraiment été pensés comme une porte d'entrée pour les débutants en SEO. C'est histoire de vous donner un ordre d'idée, vous donner quelques pistes à explorer pour essayer de déterminer vous-même la raison pour laquelle votre site n'est pas visible sur Google. Mais évidemment, dans les prochaines semaines, on va aborder chacune de ces thématiques de manière un petit peu plus personnalisée, de manière un petit peu plus profonde, notamment tout ce qui touche à l'indexation. C'est quelque chose de potentiellement hyper large comme sujet, et notamment aussi tout ce qui est linking interne. Donc tout ça, on va l'aborder sur le blog, on va l'aborder sur YouTube en temps et en heure. Cette vidéo n'est finalement que la première d'une potentielle très longue série. Bien, maintenant que j'ai fait mon petit disclaimer, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, donc, vous venez de créer votre site web, il est tout beau, tout propre, vous l'avez testé et retesté, il est parfaitement fonctionnel. Mais là, pas de chance, vous tapez ce que vous voulez sur Google et vous n'apparaissez pas. Alors ça peut venir de plusieurs choses et on va les voir ici ensemble. Premier point qui me vient à l'esprit, bien évidemment, une erreur au niveau de l'indexation. Alors pour rappel, l'indexation, c'est une des étapes qui permettent à Google de prendre votre site, des pages de votre site et de les afficher aux utilisateurs. Alors pour reprendre ces étapes dans l'ordre, d'abord vous créez une page, Google y accède d'une manière ou d'une autre, on verra ça un petit peu plus tard. Et ensuite, en analysant cette page, il considère qu'elle est de bonne qualité, en tout cas qu'elle vaut le coup d'être indexée. Et c'est là que votre page qui est scannée par Google est enregistrée dans l'index de Google, ce qui fait que désormais, en tapant les bons mots-clés, en tapant les bons termes, n'importe qui peut tomber dessus via Google. Un type d'erreur ultra courant, c'est une très mauvaise gestion de l'indexation. Ça veut dire que quelque chose bloque l'accès de Google aux pages. Si Google ne peut pas accéder aux pages, il ne peut pas les analyser et donc il peut encore moins les indexer. Une erreur qui est ultra commune, c'est par exemple un site web qui a été bloqué totalement d'accès le temps de sa construction et le jour de sa mise en ligne, on a oublié de lever ces barrières. Alors ça peut paraître un peu bête dit comme ça et en vrai ça l'est un peu, mais c'est ce genre d'erreur qui est assez courante et en fait dans cette vidéo on va voir beaucoup de petites erreurs qui paraissent vraiment toutes bêtes et qui sont évidentes pour quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en SEO, mais c'est vrai que si on ne connaît pas, on peut pas deviner. Alors pour déterminer si votre site est indexé par Google, il y a plusieurs façons de faire, mais l'une des plus simples et les plus directes, c'est d'utiliser la fonction site de pointe directement sur Google. Vous allez sur Google, dans la barre de recherche, vous tapez site de pointe suivi du nom de votre site. Vous ne mettez pas le HTTPS, etc., vous ne mettez que le nom de domaine et le .fr ou le .com qui suit. Si vous voyez ce genre de résultat, alors bravo, ça veut dire que votre site est indexé, que ces pages sont indexées, elles sont présentes sur Google. C'est déjà un premier bon point. Si par contre vous voyez quelque chose comme ça,
Alors là, par contre, ça veut dire que votre site n'est pas indexé par Google et déjà là, on a beaucoup de choses à faire. On va partir du principe que vous avez eu ce second résultat, donc votre site n'est pas indexé par Google. Bon, déjà, un premier bon point, bravo, vous venez de déterminer pourquoi on n'était pas visible sur Google, ce qui est déjà une première étape. Alors maintenant, il faut essayer de déterminer pourquoi vous n'êtes pas présent sur Google. Et il y a plusieurs réponses qui peuvent être assez évidentes. Parmi les erreurs communes, on a évidemment le fichier robot.txt qui serait mal configuré. Alors pour rappel, encore une fois, le fichier robot.txt, c'est un fichier qui doit se situer obligatoirement à la racine de votre site. En gros, c'est tout bête, ça veut dire que si vous tapez le nom de votre site sur la barre de recherche /robot.txt, eh bien vous devriez tomber sur quelque chose qui ressemble à ça. Si c'est pas le cas, alors ça veut dire soit que vous n'avez pas de fichier robot.txt, soit qu'il n'est pas sur la racine. Dans tous les cas, si le fichier ne s'affiche pas, ça veut dire que Google ne pourra pas le trouver. Or, si Google ne peut pas le trouver, il lui manquera tout un tas d'informations que le fichier est censé lui donner. Par exemple, une liste des URL auxquelles il a accès, et aussi une liste des URL auxquelles il n'a pas accès. Et aussi, troisième point, le fichier robot.txt permet de donner l'adresse précise du sitemap. Et on va y revenir juste après. Donc l'une des premières vérifications à faire, c'est déjà de voir si vous avez bel et bien un fichier robot.txt. Si vous n'en avez pas, eh bien créez-le, c'est juste un fichier texte, d'où le .txt à la fin. Vous pouvez simplement le faire à la main avec le bloc-notes que vous avez de base sur votre Windows ou n'importe quel traitement de texte. Vous le glissez par FTP ou via votre hébergeur à la racine de votre serveur et c'est bon, bravo, vous avez un fichier robot.txt. Alors faites bien attention de mettre le S au bout de robot.txt, ça aussi c'est une erreur assez courante et c'est quand même dommage. Partons du principe que vous avez bel et bien un fichier robot.txt. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans? En fait, il n'y a absolument rien qui est vraiment obligatoire. Techniquement, vous pouvez même avoir un fichier robot.txt qui serait vide, auquel cas, par défaut, vous laissez libre accès à toutes les pages de votre site à Google. Le truc, c'est que souvent, on bloque certaines pages tout simplement parce qu'elles sont pas utiles. Un exemple typique, c'est les pages de conditions générales de vente, les pages légales, la page de connexion. Tout ça, ce sont des pages qu'on ne veut pas forcément retrouver sur Google en tapant quoi que ce soit. Et donc, on va les bloquer en indexation. Pour ce faire, on va utiliser la fonction disallow et vous allez pouvoir lister derrière les URL relatives. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas à mettre votre nom de domaine. Vous commencez directement par le / et vous mettez les URL relatives donc que vous voulez bloquer. Et c'est là que parfois on se retrouve avec un petit problème. Et oui, parce que puisque vous pouvez bloquer n'importe quelle URL juste en quelques caractères sur un fichier .text, il arrive assez souvent que chez mes clients, je me retrouve avec des lignes du style disallow /. Et en fait, cette ligne, elle veut simplement dire que vous n'autorisez pas Google à accéder à votre site. Oui, là en fait, vous êtes en train de bloquer l'intégralité des pages de votre site. C'est pas recommandé. Il y a aussi un autre point qu'il faut avoir en tête, c'est que vous pouvez avoir à la fois du disallow, donc quelque chose pour interdire l'accès, et en même temps du allow, pour autoriser l'accès. Et en fait, ce que Google va faire quand il va se retrouver face à deux ordres contradictoires, c'est que dans le meilleur des cas, il va essayer d'appliquer les deux. La fonction la plus générale sera appliquée à toutes les pages qui lui sont liées, et la fonction la plus restrictive, donc la plus fine, sera appliquée malgré tout. On va prendre un exemple très précis, vous allez voir, c'est hyper clair. Si j'écris sur mon fichier robot.txt disallow /article, je vais bloquer toutes les URL qui commencent par /article /. Mais si juste derrière, je réécris allow /article /SEO, alors là, ce que Google va comprendre, c'est que je vais bloquer toutes les pages articles, sauf celles qui parlent de SEO. Et là où on retrouve souvent des problèmes, c'est que cette fonction est mal tapée, il y a des petites erreurs au niveau de la syntaxe, et s'il y a une erreur au niveau de la syntaxe du disallow ou du allow, eh bien, elle n'est simplement pas prise en compte. Donc si vous avez une exception du style « je t'autorise à aller sur toutes ces pages sauf celle-ci », eh bien, si vous faites sauter l'autorisation d'aller sur les pages à cause d'une erreur de syntaxe, vous venez en fait de supprimer l'accès à toutes les pages. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment toujours bien aller checker. Un autre fichier assez important auquel il faut penser, et je l'ai déjà cité juste avant, c'est le fichier sitemap.xml. Le rôle du fichier sitemap.xml, c'est de donner une liste d'URL présentes sur votre site à Google ou à d'autres moteurs de recherche. L'idée, c'est qu'en possédant à la base les URL de certaines de vos pages les plus importantes, eh bien Google va pouvoir y accéder plus rapidement, plus naturellement et surtout plus souvent. Il va donc pouvoir les analyser, les indexer ensuite beaucoup plus rapidement. Si vous avez déterminé que vous aviez un problème au niveau de votre indexation, posséder un sitemap si ce n'est pas déjà le cas,
c'est quelque chose qui vous prendra pas beaucoup de temps. La plupart du temps, si vous avez un site WordPress, un PrestaShop ou quoi que ce soit d'autre, le sitemap est généré plus ou moins automatiquement. Et si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez simplement installer un module SEO qui le fera pour vous. Sur WordPress, vous avez Yoast, Rank Math, etc. qui vont vous le générer parfaitement bien, vous pourrez même le paramétrer si vous voulez. Le truc, c'est que le fichier sitemap a souvent été cité comme étant un fichier absolument obligatoire sans lequel on ne peut rien faire de bien. Ma position là-dessus est totalement différente et il y en a beaucoup qui sont comme moi. Le fait est que quand un site est bien fait, notamment au niveau du linking interne, et on va en reparler juste après, comme quoi vraiment tout est lié, donc, quand un site est bien fait au niveau du linking interne, un sitemap est totalement inutile. En fait, il faut bien se rendre compte que le sitemap ne permet que de donner une liste d'URL qui sont normalement trouvables de manière tout à fait naturelle sur votre site. Si Google n'est pas capable de retrouver sur votre site les URL qu'il a trouvées dans le sitemap, alors vous avez un autre problème que simplement mettre à jour votre sitemap. Ça veut dire que vous mettez en avant des pages qui ne sont pourtant pas trouvables sur votre site. Donc là, on a un vrai problème de linking interne. Tout ça pour dire que le sitemap, faites-le puisqu'il ne coûte absolument rien. Il est très facile à faire. En 2 minutes chrono, vous avez installé un plugin qui vous le crée de manière automatique, même sans rien paramétrer, ce sera toujours mieux que rien. Mais en même temps, gardez à l'esprit que c'est pas le fichier magique que vous pouvez parfois trouver quand vous lisez d'autres articles de blog sur ce sujet. Le troisième point que j'ai en tête quand j'entends parler d'un site qui a des problèmes d'indexation, c'est déjà, je me pose la question de sa présence sur la Search Console. Là, Google Search Console, c'est cette console d'administration qui vous permet de manager un petit peu tout ce qui touche à la liaison entre votre site et Google lui-même. Alors bien sûr, vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous voulez dessus, mais vous allez avoir par exemple des informations sur les pages qui sont indexées, sans même avoir besoin de faire la commande site de points que je vous ai montré tout à l'heure. Vous allez avoir ici la liste de toutes les pages qui sont normalement indexées, mais aussi, et c'est beaucoup plus intéressant, toutes les pages qui ont été explorées par Google, mais qui pourtant ne sont pas indexées. Alors ça, c'est intéressant, ça veut dire que Google a eu accès à votre page, il l'a compris, il l'a analysé, mais il a décidé à la fin qu'elle était juste pas assez intéressante pour être indexée. Ça, c'est hyper intéressant et ça a un lien direct avec notre deuxième partie. On y reviendra juste après. Dans la Search Console, vous allez aussi pouvoir fournir votre sitemap. Et oui, je ne l'ai pas dit juste avant, mais ici, vous pouvez fournir un sitemap qui va permettre à Google de ne même pas avoir à chercher le sitemap qui est normalement renseigné dans le fichier robot.txt. Et de ce fait, vous avez un peu plus de chances qu'il vienne un petit peu plus régulièrement sur votre site pour l'analyser et potentiellement faire se positionner vos pages sur des mots-clés. Alors, on a fait le tour de tout ce qui touche aux principaux problèmes, en tout cas les problèmes les plus courants que je retrouve sur des sites pour tout ce qui touche à l'indexation. Bien évidemment, je le rappelle, il y en a encore beaucoup d'autres et en fait une page qui n'est pas indexée, c'est une information qui est vraiment hyper intéressante, mais il faut encore déterminer pourquoi elle ne l'est pas, que c'est normal ou pas, parce que oui, certaines pages ne sont pas indexées et elles le seront jamais. Bref, vous avez compris, ici je vous donne vraiment des pistes que vous devez ensuite explorer, mais au moins je vous oriente dans une direction où je sais que la plupart de mes clients se plantent. Bien, alors partons du principe que vous avez fait toutes les vérifications dont on vient de parler ensemble au niveau de l'indexation. Vous savez que vous êtes à peu près bon à ce niveau-là, en tout cas vous n'avez pas vu de principale erreur qui saute aux yeux. Et malgré ça, vous avez beau taper ce que vous voulez sur Google, vous n'êtes toujours pas présent. Alors, il ne faut pas oublier que le SEO, au-delà d'une simple checklist technique, c'est aussi, et j'ai envie de dire surtout, une question de répondre à une intention de recherche, de répondre à des questions que se posent vos clients, vos internautes. Si vous ne répondez pas à leurs questions, si vous ne répondez pas à leur intention de recherche, Google, même si techniquement parlant, il a toutes les raisons de vous indexer, eh bien il ne le fera pas puisque vous êtes indexable très bien, mais vous êtes inutile. Et ici, ça peut paraître bête encore une fois, mais c'est une erreur que je vois hyper souvent. Le fait de ne pas avoir fait de recherche de mots-clés. Alors, je vais reprendre cette notion à la base parce qu'elle est hyper importante et comme je viens de le dire, c'est une erreur qui est encore assez courante. Donc la recherche de mots-clés, qu'est-ce que c'est? La recherche de mots-clés, ça consiste à essayer de déterminer en avance, avant même que vous commenciez à rédiger votre contenu, avant même que vous commenciez à designer votre blog en réalité, vous allez utiliser des outils dédiés au SEO. Moi je vous conseille SEMrush qui est vraiment top pour la recherche de mots-clés, mais il y en a plein d'autres que je vous liste juste là. Et donc, vous allez utiliser cet outil pour générer des mots-clés. Donc, par exemple, ici, je vous fais un exemple en live. Vous allez sur le Keyword Magic Tool, qui est un petit peu le générateur de mots-clés de SEMrush. Vous tapez un mot-clé de base et vous vous retrouvez très vite avec des dizaines, voire des centaines de mots-clés
que SEMrush vous propose. Alors là, il y a quelque chose qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que ces mots-clés-là, ce ne sont pas des mots-clés complètement random, ce ne sont pas des mots-clés qui viennent de n'importe où, qui sont générés de manière un peu bête, ce sont de vrais mots-clés que des gens comme vous et moi ont tapés sur Google. Et dans la colonne volume qui est juste là, vous voyez même la moyenne de recherche mensuelle sur Google. Donc ça veut dire qu'un mot-clé qui aurait par exemple 10 000 de volume, eh bien en moyenne, il est tapé 10 000 fois sur Google par mois. Et là, vous vous rendez compte tout de suite qu'en faisant une recherche de mots-clés comme celle-ci, eh bien vous arrêtez de produire du contenu qui ne sert à rien. Vous arrêtez de produire du contenu qui est vide de sens. Enfin, vous allez commencer à rédiger du contenu qui a vraiment un objectif précis en termes de positionnement sur un mot-clé. Vous commencez à rédiger un contenu qui va vraiment répondre à une question qui a clairement été définie en amont avant même que vous commenciez à rédiger. Et ça, c'est vraiment un énorme changement dans votre politique de création de contenu. Il faut bien comprendre que j'ai beaucoup de clients qui me disent qu'ils ont créé leur site et qu'ils ont commencé à alimenter un blog pendant parfois des semaines, des mois, des années, parfois à hauteur de 2 articles de blog par semaine pendant 2 ans. C'est vraiment un volume d'articles énorme. Et il faut bien comprendre que ces articles-là, s'ils ne se basent sur aucun mot-clé réel, eh bien ils ont toutes les chances de répondre à des fausses questions. Alors ce que j'appelle des fausses questions, ce sont tout simplement des questions qui ont l'air tout à fait légitimes et que probablement quelques personnes se posent une fois de temps en temps, mais d'un point de vue SEO, puisqu'on essaie de répondre à des questions qui sont beaucoup demandées sur Google, eh bien en fait on ne touche aucune cible. Ce sont des articles qui ne vont vous apporter aucun clic, même après des mois et des mois d'optimisation. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'ils ne répondent à aucune vraie question. Ils répondent à des questions que personne ne se pose. Et c'est pour ça que la recherche sémantique est absolument obligatoire. Avec une recherche sémantique, vous vous basez sur des mots-clés, vous connaissez les statistiques du mot-clé, vous savez à quel point ils sont intéressants. Vous pouvez donc aussi très facilement déterminer ce qu'a fait la concurrence pour être numéro 1, numéro 2, numéro 3 sur ce mot-clé. En gros, vous avez toutes les clés, toutes les informations en main pour produire un contenu qui a toutes les chances d'apparaître dans le top 10 minimum, voire même mieux que ça, sur Google, tout en étant utile en plus à vos potentiels clients. En gros, c'est gagnant-gagnant. Dernier petit bonus en plus, puisque vous allez arrêter de créer du contenu vide de sens qui ne vous apporte rien, eh bien vous allez gagner énormément de temps. 100% de vos contenus seront basés sur des mots-clés qui sont déterminés en avance. Je me répète un peu, mais c'est vraiment très très intéressant, il faut vraiment comprendre ça. Et donc, puisque vous allez faire uniquement du contenu réellement utile, eh bien vous allez arrêter de perdre du temps pour aucune retombée. Alors il y a quand même un cas où je dirais que créer du contenu sans avoir fait de recherche sémantique peut être utile. C'est par exemple si vous vous basez sur une newsletter pour ramener une clientèle ou un lectorat qui est vraiment assidu toujours vers vos nouveaux articles via la newsletter ou via des posts sur les réseaux sociaux par exemple. Alors là, d'accord, je peux comprendre que remplir un blog pour dire de remplir un blog sans forcément avoir de vision SEO, ça peut être une stratégie. Mais on est ici pour parler de SEO, d'acquisition de trafic via les moteurs de recherche, et donc si vous ne faites pas de recherche sémantique, eh bien vous vous privez totalement de ce levier d'acquisition qui est pourtant l'un des plus intéressants, si ce n'est le plus intéressant, surtout sur le long terme. Donc faites vos recherches sémantiques, même si votre site d'un point de vue technique n'a absolument rien à se reprocher. Si vous ne répondez à aucune vraie question, si vous ne donnez pas de vraies réponses à vos clients ou à vos lecteurs, vous êtes inutile et Google n'a pas de temps à perdre avec les sites inutiles. Alors on vient de voir ici les 2 principaux groupes d'erreurs que je rencontre le plus souvent chez mes clients. On va voir maintenant le 3e et dernier de cette vidéo et de l'article qui correspond, qui est le linking interne qui est souvent très mal optimisé. Alors on va reprendre aux bases parce que ça c'est vraiment un sujet qu'on pourrait travailler pendant des heures et des heures sur plusieurs vidéos. Mais en gros, qu'est-ce que c'est que le linking interne ? Eh bien le linking interne ou le maillage interne, c'est la façon dont sont organisées vos pages entre elles et surtout la manière dont elles sont liées entre elles via des liens HTML comme ceux que vous pouvez retrouver sur mes articles de blog par exemple. Ces liens-là, on ne dirait pas, mais en fait, ils ont un énorme impact sur le plan du référencement sur Google, notamment au niveau de l'indexation. Et pour bien comprendre ça, il faut comprendre comment Google se déplace sur votre site. Alors concrètement, Google, quand il arrive sur une page de votre site, que ce soit la page d'accueil ou une autre, il va l'analyser, il va aussi voir dessus tous les liens qui pointent vers d'autres pages. Donc ceux du menu, ceux du footer évidemment, mais aussi en fait surtout les liens qui se trouvent dans le cœur du contenu, donc dans le cœur de la page.
Ces liens-là, eh bien, il va cliquer dessus comme vous et moi, comme des êtres humains normaux, et il va se déplacer comme ça de page en page. Et en fait, ça, c'est sa manière privilégiée pour découvrir de nouvelles pages. Mais c'est souvent là que ça coince. Bien souvent chez mes clients, je me rends compte que sur un blog ou sur n'importe quel autre type de page, on a des pages qui n'ont pas de lien, qui est distribué vers d'autres pages qui sont des pages sœurs ou des pages mères, etc., etc. En gros, chaque page n'est reliée la plupart du temps qu'à la page catégorie qui lui correspond. Si c'est une fiche produit par exemple, elle va être reliée à la catégorie qui correspond, ou alors elle sera reliée à la page d'accueil au maximum et c'est tout. Le problème, c'est que si vous ne proposez pas plus de liens internes entre vos pages, eh bien c'est autant de passerelles que vous faites sauter et que Google ne pourra donc pas emprunter pour découvrir vos nouvelles pages. Vous vous retrouverez donc potentiellement avec beaucoup de pages qui seront indexables, mais qui ne seront pas indexées tout simplement parce que Google ne saura pas les retrouver. Et même s'il les connaît via votre sitemap que vous aurez fait au préalable, eh bien s'il considère qu'il doit faire trop de clics pour accéder à la page, alors on dit qu'une page est trop profonde dans ce cas-là, eh bien il va considérer que la page étant trop profonde est sûrement peu intéressante et il va peut-être même jamais l'analyser. Et même s'il analyse un jour, eh ben, il ne va plus jamais y retourner et donc votre page ne sera jamais indexée. C'est un problème qui est hyper courant et c'est vraiment dommage, surtout quand on sait qu'avec quelques réflexes très simples, on peut tout de suite énormément améliorer la situation, même si on n'a pas beaucoup de connaissances en SEO. Alors voilà les principales recommandations que je vous donne qui sont très simples à mettre en place et que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Alors premièrement, prenez le réflexe de toujours lier votre tout nouveau contenu, celui sur lequel vous êtes en train de plancher, à au moins 2 ou 3 autres contenus. Choisissez des articles de blog qui y sont liés, choisissez des produits qui sont liés à ce que vous dites. Si vous travaillez une fiche produit, essayez de sélectionner des produits complémentaires par exemple, ou alors simplement essayez de mieux travailler votre page catégorie et lier là à la page catégorie. En gros, vous faites en sorte de toujours retrouver un maillage entre votre nouvelle page et d'autres pages plus anciennes. De ce fait, vous serez toujours à peu près certain que vos nouvelles pages seront assez rapidement trouvées par Google et potentiellement assez rapidement indexées aussi. N'hésitez pas aussi à utiliser des encres de liens qui sont optimisées. Alors les encres de liens, ce sont les textes sur lesquels vous allez poser vos liens, tout simplement. Donc les textes qui deviennent ensuite cliquables, qui vous permettent d'aller d'une page à une autre. Il faut savoir que les mots, les termes que vous allez utiliser comme encre seront pris en compte par Google comme un critère de pertinence pour la page de réception du lien. En gros, si j'ai une page qui s'appelle Audit SEO et que sur une autre page, je crée un lien vers Audit SEO et que je mets le lien sur le mot-clé Audit SEO, eh bien je vais booster le référencement de ma page Audit SEO pour ce mot-clé-là. Grosso modo, c'est ça, et vous voyez, c'est hyper simple à faire, donc surtout arrêtez d'utiliser des liens du type cliquez ici ou en savoir plus. Ça n'a aucun impact sur votre SEO et c'est quand même dommage. Troisième recommandation qui en fait est la base d'une stratégie de lien interne qui est beaucoup plus balèze qu'on abordera un jour ici qui s'appelle le cocon sémantique. Essayez de toujours regrouper vos pages liées ensemble par thématique. En gros, le principe, c'est que vous devriez retrouver une architecture organisée autour d'un hub de pages qui sont donc liées entre elles et qui, toutes mis bout à bout, abordent toutes la même thématique, mais sous des facettes différentes. En faisant ça, vous allez améliorer vos chances d'être positionné sur les mots-clés les plus concurrentiels. Et en fait, ça, c'est vraiment à la base d'une stratégie beaucoup plus importante qui s'appelle donc le cocon sémantique et qui vous permettra d'atteindre des positions potentiellement très élevées sur des mots-clés qui sont très concurrentiels à condition d'avoir beaucoup de temps à y passer. Voilà, alors cette vidéo touche à sa fin, donc dans cette vidéo, on aura abordé les principaux groupes de problèmes que je retrouve chez énormément de mes clients et qui sont pourtant, vous l'avez vu, des problèmes qui sont assez faciles à esquiver. On n'a pas forcément besoin d'avoir des énormes compétences en SEO pour esquiver la plupart des problèmes, mais c'est vrai que quand on ne connaît pas, eh bien on ne sait pas qu'on doit faire attention et donc on se retrouve facilement à faire des erreurs un petit peu bêtes, un petit peu dommages, on perd beaucoup de temps. Mais au final, le plus important, c'est de toujours être conscient qu'il y a toujours quelque chose à améliorer et j'espère que cette vidéo vous y aidera. Comme je l'ai dit aussi en début de vidéo, celle-ci est pensée comme étant la première d'une longue série qui va aborder tout un tas de thématiques SEO dédiées aux débutants et ça permettra aussi de faire une piqûre de rappel à certains SEO un petit peu plus expérimentés. Bref, j'espère que vous serez au rendez-vous.
Et pour vous tenir au courant de tout ça, je vous rappelle qu'on a une newsletter, le lien pour vous y inscrire est dans la description. Toutes les semaines, vous recevez un email avec les infos principales de la semaine sur le plan du SEO, mais pas seulement. On parle aussi de création de site, on parle aussi de réseaux sociaux et d'IA, etc., etc. Enfin, j'espère vraiment que cette newsletter peut aider certaines personnes à se tenir au courant un petit peu des nouveautés, parce que tout va quand même très vite. En attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite une bonne journée et surtout de très bonnes premières positions.